Bonjour à tous, il est 17 heures. Nous allons commencer cette première édition dans cette nouvelle saison des webinaires édités par la chaire agriculture biologique. Cette saison 2023-2024 va porter sur la valorisation de la recherche sur l'agriculture biologique qui est en cours à Bordeaux Sciences Agro actuellement. Et donc c'est une initiative de la chaire agriculture biologique qui est en partenariat avec l'INRAE, Interbio, l'ITAB, l'ISVV, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Université de Bordeaux. La programmation sur cette année va se faire en 6 temps. On a 6 dates qui sont d'ores et déjà prévues. Vous recevrez des informations liées à l'inscription en cours d'année. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui, s'inscrit dans la suite du séminaire que nous avons organisé au mois de juin dernier sur les relations entre agriculture biologique et biodiversité. Et aujourd'hui, c'est Brice Giffard qui nous fait le plaisir de sa présence pour faire un focus sur les sols vivants. Et je vais donc tout de suite lui laisser la parole. Juste pour le présenter, donc Brice Giffard est maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Il fait sa recherche à l'INRAE dans l'UMR Santé et Agroécologie du vignoble et il s'intéresse tout particulièrement à la caractérisation des services rendus par la biodiversité, notamment les arthropodes, et les fonctions que ceux-ci peuvent remplir en termes de régulation des ravageurs ou de décomposition de la matière organique dans les sols agricoles et viticoles. Nous sommes assez nombreux aujourd'hui. Aussi, je vous propose de prendre la demi-heure qui arrive pour écouter l'intervention de Brice. Vous avez en bas de votre écran une icône questions et réponses. N'hésitez pas à inscrire vos questions au fil de sa présentation. Nous aurons l'occasion de les reprendre les unes après les autres. Vous avez aussi la possibilité de voter pour des questions qui vous intéressent pour nous aider à les prioriser si jamais c'était nécessaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, Brice, si tu es prêt, je te laisse la parole. Merci. Merci Pauline pour cette introduction et puis l'opportunité effectivement de venir parler un peu de sol, un peu d'écologie des sols et en profiter aussi pour dire ce sur quoi on travaille notamment au sein de cette UMR, hein, focalisé certes sur les agrosystèmes viticoles, mais où on s'intéresse aussi à ces sols et à cette biodiversité des sols. Je suis parti un peu du constat, on a choisi un peu ce titre Sol vivant, de quoi parle-t-on? L'idée, c'était effectivement ces derniers temps, ces dernières années, même si effectivement il y a un mouvement assez récent d'ampleur de la prise en compte, de la mise en avant de sol vivant, de cette notion de sol vivant, un allié pour cultiver des fêtes du sol vivant, et puis tout un tas de diagnostics, de conseils qui peuvent être proposés aux agriculteurs aux agriculteurs ou aux amateurs dans leur potager pour rétablir des fonctions de cette biodiversité. Et j'ai trouvé effectivement un peu aussi euh, cette opposition qu'on peut retrouver à certains moments, mais qui est pas généralisable, mais entre effectivement des sols agricoles qui sont utilisés pour la production et dont on effectivement on détruirait en particulier cette biodiversité et on aurait presque plus des sols vivants. Et puis cette volonté à l'heure actuelle effectivement de mettre en avant les pratiques pour rétablir ces sols vivants dans tout un tas de différents organismes ou de conseils à destination des agriculteurs ou des amateurs. Et donc un peu ce constat que dans les sols à vocation de production agricole, on observe une diminution de cette biodiversité, des services associés à cette biodiversité dans les sols viticoles, et un peu en contradiction avec le fait que ce soit avec des étudiants ou dans le cadre de nos recherches, on continue d'observer et on a effectivement de nombreuses preuves que cette biodiversité, elle est fondamentale et elle est bien présente effectivement dans ces sols agricoles. Donc l'objectif de cette présentation, si un peu ambitieuse peut-être dans le titre, et puis je vais essayer de faire ça sur un temps relativement court euh, pour, euh, pour vous présenter un peu qu'est-ce qu'on entend par biodiversité des sols et quelques notions importantes autour de l'écologie de ces organismes et de cette biodiversité des sols.
Et puis, dans un second temps, effectivement, quelques menaces sur la biodiversité des sols et à quel moment on peut effectivement envisager, utiliser ce terme de sol mort ou sol pas vivant en opposition effectivement à rétablir ses propriétés et cette biodiversité. Et puis se focaliser, évidemment, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette chaire agriculture biologique, sur les pratiques agricoles au sens large. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, de rentrer beaucoup dans le détail, mais effectivement, les pratiques agricoles au sens large, et quelques-unes en particulier qui sont des menaces et impactent cette biodiversité du sol. Donc, si pardon, excusez-moi, et si on regarde effectivement ce sol, ce qui est relativement fondamental à observer et puis qui est une notion assez importante, c'est que cette biodiversité du sol, cette vie, tous ces organismes qu'on va pouvoir observer directement parce qu'ils sont de suffisamment grande taille ou certains beaucoup plus petits où il va falloir utiliser différents outils directs ou indirects pour quantifier leur diversité, leur abondance dans les sols. Ils vont majoritairement se concentrer sur ces premiers horizons de sol, ces horizons organiques, organo-minérales, où on va avoir effectivement un mélange assez intime entre ce qui se passe en dessous, la roche-mère, des caractéristiques physico-chimiques du sol, et puis cet horizon superficiel où la végétation, les cultures vont être implantées, où une végétation naturelle va se développer, et on va avoir ce fin mélange entre ces horizons organiques en surface et puis cet horizon minéral plus en profondeur. Et donc, ce qui est relativement frappant quand on commence à regarder effectivement ce sol non plat comme un support éventuellement pour des cultures ou d'autres utilisations, mais c'est que dans ces premiers centimètres, si on prend par exemple un carré de 50 par 50 et de 30 centimètres de profondeur, eh bien, va se concentrer effectivement la majorité de cette biodiversité, euh, plusieurs tonnes, 1 à 1,5 tonnes en moyenne de biomasse animale vivante, qui va se développer uniquement dans cette couche de sol par hectare. Donc, c'est déjà des ordres de grandeur qui sont assez impressionnants, puisque si on regarde par rapport à ce qui peut se développer au-dessus et qu'on connaît mieux, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes ordres de grandeur en termes de biomasse vivante, quel que soit, qu'on soit dans des gros systèmes ou dans des écosystèmes naturels. Et cette biodiversité, elle est assez méconnue, elle est facilement visible, c'est ce qu'on appelle la macrofaune. Les vers de terre, évidemment, sont des espèces, un groupe d'espèces, un taxon assez étendard. On dit une espèce ingénieure, mais c'est effectivement un ensemble d'espèces qui vont être assez facilement visibles et particulièrement inféodées effectivement au sol et associées à différentes fonctions dans les sols. Et puis, dans cette macrofaune, on retrouve évidemment d'autres espèces qui vont avoir utilisé le sol de manière plus ou moins transitoire ou qui vont être liées aussi au milieu épigée aérien, donc d'arachnides, d'insectes, qui vont utiliser aussi effectivement ces premiers horizons du sol pour se métamorphoser, pour rechercher des proies, etc. Et donc là, on a voilà, quelques dizaines, centaines d'individus qui peuvent être observés déjà dans ce petit volume de sol, et donc déjà des ordres de grandeur relativement importants par rapport à leur taille. Et puis, au fur et à mesure qu'on regarde, on ne les voit plus, puisqu'ils vont faire maintenant 1, 2 millimètres pour les plus grands. On va trouver d'autres taxons particulièrement abondants. Donc, ici, quelques exemples représentés de la mésofaune. Mésofaune pour intermédiaire, alors elle est déjà d'une taille relativement faible. Ce sont principalement des micro-arthropodes, donc des taxons proches des insectes, pas véritablement tous ils sont assez proches en termes de morphologie et de structure, mais ils sont, d'un point de vue phylogénétique, classification apparentés aux insectes, mais pas réellement des insectes. Et puis également les amphitrhéides, qui sont assez peu étudiés, mais assez souvent très abondants dans ces premiers centimètres de sol, et qui sont, eux, plutôt apparentés aux lombriques. Ils font partie de la même classe des oligochètes, et qui sont effectivement des organismes micro-arthropodes et amphitrhéides, là, qui sont sur ce volume de sol, qui peuvent être plusieurs milliers, et d'une grande diversité en termes d'espèces, de traits, et évidemment d'abondance. Quand on continue à descendre en termes de taille, on va observer la microfaune. Alors, les principaux représentants, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, les nématodes, les rotifères, les tardigrades, ce sont des noms dont on a parfois entendu parler, certains parce qu'effectivement, certaines espèces sont négatives pour les cultures, en particulier chez les nématodes ou pour les peuplements forestiers. Et puis, on a aussi, en fait, au sein de ces taxons animaux, qui sont des embranchements à part entière, une très grande diversité d'espèces, une très grande diversité de traits, des espèces prédatrices, des espèces qui vont se nourrir de bactéries, qui vont consommer des micro-organismes.
et qui sont effectivement, qui présentent des traits et des adaptations justement à cette vie dans le sol, mais pas que, qui sont évidemment assez ahurissants. Et donc, en termes d'abondance, là, on passe encore un cap, puisqu'on peut estimer à plus d'1 million d'individus qui composent ces différents taxons dans ce même volume de sol. Donc, on voit effectivement l'extraordinaire diversité, l'extraordinaire abondance dans ces sols. Concernant les micro-organismes, donc bactéries et champignons, là, on passe encore un cap avec plusieurs tonnes qui peuvent être observées par hectare pour ce qui est bactéries et champignons. Et puis, on estime effectivement, même si c'est des données très grossières, que dans une cuillère, on n'est plus sur un volume de sol de 50 cm par 50 cm, mais sur une seule cuillère, on a plusieurs milliards d'individus de micro-organismes qui peuvent être observés et, enfin, non pas observés, mais effectivement, qu'on peut comptabiliser avec des méthodes indirectes où on va effectivement euh, comment dire, séquencer leur ADN et avoir une idée un peu de leur diversité. On commence à avoir une légère idée de certaines fonctions de certains micro-organismes, évidemment, qui sont mieux connus, mais on observe plutôt des séquences très différentes, une très grande diversité, sans pour autant aujourd'hui encore avoir une certaine euh, connaissance assez approfondie des relations entre cette diversité de micro-organismes et les fonctions qu'ils occupent dans les sols. Il ne faut pas les oublier, évidemment, les racines des végétaux qui vont s'enfoncer plus ou moins profondément dans ces horizons organiques et minérales. C'est évidemment plusieurs tonnes et qui vont être en lien très intime avec toute cette macro, méso, microfaune, micro-organismes, puisqu'elles vont échanger, effectivement, elles vont prélever des éléments minéraux essentiels à la croissance des plantes dans le milieu, mais elles vont aussi relarguer un certain nombre de substrats carbonés, elles vont se décomposer, elles vont fournir aussi, évidemment, une ressource fondamentale pour toute cette biodiversité. Donc, une très grande diversité. J'ai remis là une autre représentation des plus grandes espèces les plus connues, les vers de terre, arthropodes, et puis d'autres plus micro-arthropodes et microphones qui sont évidemment beaucoup plus abondants et aussi beaucoup moins connus. Cette revue de littérature récente qui a été proposée dans un PNAS en 2023 montre effectivement que pour certains groupes d'organismes, c'est effectivement dans le sol. Ici, vous regardez ces différents groupes d'organismes dont j'ai déjà parlé précédemment. Et quel est le pourcentage estimé de leur diversité et de leur abondance dans le milieu aérien ou dans le sol. Et on voit que pour certains groupes, c'est une dominance effectivement de la partie orangée sur ces figures, les champignons, les anchytréides, les arthropodes, les nématodes. La grande majorité de leur diversité, ou en tout cas de ce qu'on pense être leur diversité, puisque pour certains taxons, il y en a une très faible proportion qui a été découverte, décrite et même échantillonnée. Et donc, on a une très forte diversité de ces organismes, de ces taxons, qui est évidemment inféodé au sol et au sol de tout type, qu'ils soient dans les milieux agricoles ou d'autres milieux. Petit couac. Ici, c'est une vidéo que j'ai transformé le fichier et j'ai oublié effectivement de retransformer la vidéo. Vous irez voir par vous-même, je pourrais transmettre dans le cadre de la chaire le lien de cette chaîne Vimeo très intéressante qui représente ici, là, je vais la décrire rapidement parce que c'est pas animé, mais en mésocosme, donc en conditions contrôlées, l'action de toute cette biodiversité, de toute cette macro et mésofaune sur la décomposition des litières, où vous pourrez observer effectivement, dans un cas, l'absence de cette faune, et puis dans l'autre cas, effectivement, ce mécanisme de bioturbation, de décomposition progressive et d'incorporation de cette matière organique, cette litière de feuilles que vous voyez, dans la partie plus organo-minérale en dessous. Désolé pour le petit couac. Donc, c'est assez évidemment fondamental. Toute cette diversité, elle est essentiellement liée effectivement à cette nécromasse, à cette biomasse végétale principalement qui va se déposer à la surface du sol, qu'on observe assez facilement dans les écosystèmes forestiers, mais qu'on peut effectivement aussi soupçonner dans d'autres systèmes, des agrosystèmes, des résidus de culture, des résidus de tonte dans différents milieux. Toute cette matière organique va être effectivement la base de toute cette diversité dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire qu'on a des organismes
micro-organismes, mésophones qui vont directement dépendre de ces résidus organiques, de cette matière organique qui vont participer à sa dégradation et qui vont s'en servir comme source de nourriture, d'énergie, participer à sa progressive dégradation et incorporation dans les sols. Et puis, pour les plus grands, on a aussi effectivement tout un tas de relations dites trophiques que vous pouvez observer ici. Certains, les micro-arthropodes ou les macro-arthropodes, vont effectivement constituer des réseaux trophiques, des chaînes alimentaires plus ou moins complexes, plus ou moins élaborées, qui vont directement dépendre effectivement de cette matière organique qui va nourrir le développement plus ou moins important de champignons, de bactéries et d'autres organismes qui vont eux-mêmes effectivement ensuite être consommés, dont l'activité va être stimulée par des organismes de plus grande taille, collemboles, acariens, qui vont eux-mêmes servir de proie évidemment à des organismes de taille plus grande. Donc, toute cette diversité, elle est au final extraordinaire, mais très liée effectivement à cette matière organique, à cette dégradation, incorporation progressive de la matière organique. Et donc, à travers cette dégradation et cette incorporation assez forte, et ce mécanisme de bioturbation, donc bio pour biologique, vivant, turbation pour un mélange, cette matière organique, elle va être progressivement mélangée, mixée avec ces matières minérales, ces particules d'argile, de limon, et en particulier les plus fines, les particules d'argile, qui vont s'associer. Et donc, les micro-organismes en particulier, comme vous pouvez le voir ici sur ces représentations, sur ces schémas, vont effectivement participer à cette dégradation, à cette incorporation de ces débris, notamment végétaux, mais pas que, et former notamment quelque chose d'assez fondamental pour les sols et les premiers horizons de sol, qui sont les agrégats, donc ces complexes de particules minérales, argile en particulier, de cette matière organique plus ou moins dégradée, et puis de cette biodiversité qui va assembler et former des particules assez résistantes, des agrégats assez résistants qui vont conférer un certain nombre de propriétés au sol, de fonctions au sol, et ensuite on peut découler comme ça en service écosystémique, puisque de la qualité de ces agrégats, de la quantité de ces agrégats et associés à cette biodiversité vont aussi dépendre un certain nombre de fonction, de service de résistance à l'érosion d'origine, l'érosion par l'eau, l'érosion par le vent, de conservation de la matière organique, de fertilité. Et donc, cette activité biologique, elle est évidemment très liée et fondamentalement liée à cette matière organique qui se dépose en surface, mais aussi à la biodiversité qui va participer à son incorporation dans le sol. Cette biodiversité que j'ai évoquée, que ce soit les plus grands organismes, lombriques, arthropodes, insectes, ou plus petits, nématodes, micro-arthropodes, etc., elle est évidemment très fortement influencée par les caractéristiques physico-chimiques des sols, la dégradation de la roche-mère, l'origine du sol que vous observez dans une parcelle agricole ou dans un écosystème naturel. On va décrire comme ça les pourcentages relatifs en argile, limon et sable, donc la texture, qui vont être liés effectivement à la dégradation progressive ou à des apports progressifs de matières minérales qui vont entraîner effectivement certaines caractéristiques physico-chimiques au sol, le pH, la disponibilité de certains éléments minéraux, la capacité d'échange cationique, CEC, la porosité, un sol plus sableux, il va y avoir plus d'espace entre les grains que des sols plus limono-argileux où on va avoir des particules de plus petite taille et donc une quantité d'espace plus faible. Le taux de matière organique, évidemment, va aussi dépendre de cette texture, de ce pourcentage de sable ou d'argile ou de limon, puisque, comme je l'ai dit précédemment, ces agrégats ils vont être directement liés, notamment à la quantité d'argile, et qui va permettre l'assemblage assez fin entre matière organique en décomposition, biodiversité, plutôt micro-organismes, et matière minérale. Et donc là, on commence à percevoir effectivement que les liens ils sont assez complexes. On ne trouve pas tous les organismes, toute cette biodiversité, elle est évidemment très diversifiée pardon, et abondante, mais elle dépend aussi des conditions du milieu, des conditions de sol, qui vont aussi influencer la diversité végétale dans les écosystèmes naturels ou la diversité des cultures qui peuvent être implantées sur différents types de sols quand on se place en milieu agricole. Et donc, ces organismes, cette biodiversité du sol, elle est directement dépendante d'un certain nombre de facteurs liés à biotique, conditions environnementales, les conditions de sol en particulier,
qui vont influencer cette diversité végétale, la végétation qui va se développer, les traits racinaires, la quantité, la qualité de la biomasse qui va se déposer sur le sol va directement dépendre effectivement aussi de la gestion du milieu ou des conditions environnementales, de sol, de climat, qui vont structurer la diversité de la végétation. Et donc l'abondance et la diversité des espèces, que ce soit les plus petites micro-organismes ou microphones à macrophones de plus grande taille, elle va directement aussi dépendre de la végétation par effectivement la quantité de ressources mises à disposition et la qualité de cette ressource aussi. Les différentes espèces végétales ne vont pas fournir une litière, une ressource de même qualité nutritive en quelque sorte pour toute cette biodiversité du sol. Et donc, on peut, alors c'est des schémas un peu anciens, mais qui peuvent être toujours d'intérêt, mais tous les sols vont pas héberger une biodiversité maximale. On va pas trouver des centaines de lombrics, des millions de micro-arthropodes et une très grande diversité de micro-organismes dans tous les sols. Ces caractéristiques physico-chimiques du sol, de la roche-mère, et puis le développement de la végétation en surface et de la diversité végétale en surface vont en quelque sorte progressivement créer des humus, des horizons organiques, organo-minérales en surface, qui sont plus ou moins de bonne qualité en quelque sorte pour différents groupes d'organismes. Et donc, si on voit ici là, sur ce schéma, vous voyez en haut, alors c'est l'importance croissante des différents groupes d'animaux du sol. Ici, on a des sols plus acides, avec des litières difficiles à décomposer, qui sont par exemple ce qu'on peut trouver sous les pins dans les Landes, sur des sols très acides, très sableux, avec des conditions très drainantes. Et on voit effectivement que c'est majoritairement les micro-arthropodes qui vont être a priori les espèces les plus abondantes et les plus diversifiées, ou en tout cas les plus adaptées à ces conditions. Et puis à l'inverse, sur des sols plus riches, de type des humus, notamment de type modère, on va effectivement avoir des conditions qui vont favoriser notamment les communautés de lombriques de vers de terre qui vont être favorisées par des pH de sol plus élevés, neutres à basiques, et puis des litières plus riches, plus faciles à décomposer. Donc on voit qu'en fonction de ces différents types de sols, eh bien, le ratio entre des organismes de plus grande taille ou des micro-arthropodes et évidemment l'influence que ça peut avoir sur les micro-organismes est évidemment variable et qu'on ne va pas trouver toutes les espèces et une très grande abondance de toutes les espèces sur tous les types de sols. Cette faune endogée, elle est évidemment influencée par différents paramètres que j'ai déjà commencé à évoquer précédemment. L'humidité du sol, la température, l'oxygène, qui sont liés effectivement à la taille des particules minérales en particulier, vont influencer les différentes espèces, que ce soit pour les micro-arthropodes ou les lombriques. On parle d'une faune hygrobionte, puisqu'elle va directement dépendre de la quantité d'eau disponible dans le sol. On va avoir des échanges avec la quantité d'eau contenue dans le sol en association avec la matière organique ou les particules minérales. Et c'est également une faune globale qui est majoritairement poikilotherme, c'est-à-dire qu'elle va, dont la température corporelle va directement dépendre de la température du milieu extérieur. Donc le sol, il est relativement tamponné par rapport au milieu aérien, mais en fonction des saisons, évidemment, en fonction de la quantité du rayonnement lumineux qui va arriver sur le sol, on va avoir des températures plus ou moins favorables qui vont entraîner soit une dessiccation, une déshydratation via la baisse de l'humidité du sol, soit au contraire une augmentation en température qui peut être favorable à l'activité de ces organismes et qui vont également respirer. Donc, la quantité d'oxygène, la porosité du sol va évidemment être assez fondamentale aussi pour toutes ces espèces. Et donc, elles se sont adaptées, évidemment. On observe aujourd'hui des adaptations morphologiques, physiologiques, comportementales à ces variations d'humidité, de température et de quantité d'oxygène disponible, qu'on retrouve à travers la description de certaines espèces qui vont présenter des formes de résistance, qui vont passer les saisons plus sèches ou trop humides sous différentes formes de résistance, des œufs enquistés, des formes de reproduction qui vont leur permettre d'attendre patiemment le retour de conditions plus favorables. Et puis pour les espèces de plus grande taille, elles vont notamment, les lombriques de grande taille, les lombriques anéciques, on va pouvoir observer des migrations verticales, comme ici sur cette étude qui a été menée en Europe de l'Est sur ce Lombricus terrestris, qui est une espèce que vous avez forcément observée sans forcément être sûr que c'est elle, mais dans vos jardins.
Et on voit effectivement que ici sont représentés le pourcentage d'individus dans la population en fonction de la profondeur. Et puis à différentes saisons, à l'automne, printemps, été et hiver. Et on voit effectivement que ce Lombricus terrestris, il va adapter ses déplacements, sa zone de vie, en fonction effectivement des conditions les plus favorables. Donc quand la température diminue en hiver dans ces forêts de l'Est de l'Europe, on va avoir la majorité des individus qui vont être beaucoup plus en profondeur. Et puis quand les conditions d'humidité et de température sont notamment plus favorables au printemps, on va avoir une remontée des individus qui vont venir accumuler, chercher de la matière organique qui se situe effectivement dans les premiers centimètres du sol. Et donc, leur activité va être augmentée et ils vont venir chercher effectivement cette ressource organique en surface. Donc, pour tenter de résumer ces premières diaporamas, pardon, ce début de diaporama, cette faune du sol, elle est évidemment très diversifiée, très abondante, avec des ordres de grandeur de plusieurs milliers, plusieurs millions d'individus sur des volumes de sol qui sont relativement faibles et qui vont être très fondamentalement influencés effectivement par cette matière organique qui va se déposer et qui va fournir une ressource pour l'intégralité de ces réseaux trophiques et de cette diversité qu'on peut observer. Elle est très adaptée, j'en ai donné quelques exemples, c'est évidemment très, très partiel, mais à ces conditions de vie qui sont certes tamponnées dans le sol par rapport à la température et à l'humidité, mais on voit effectivement qu'on a des pics d'activité, des pics de vie qui vont directement dépendre de la ressource, la biomasse qui est recyclée, la biomasse végétale, les litières qui vont se déposer à certaines saisons, et aussi les conditions environnementales, notamment de température et d'humidité, qui vont influencer ces espèces. Et que ces fonctions, à travers le recyclage de cette matière organique, la remise à disposition d'éléments minéraux, le stockage de l'eau, l'infiltration de l'eau, on voit effectivement les liens assez essentiels entre toute cette diversité et puis la productivité des écosystèmes, puisque si on a une infiltration qui ne se fait plus ou qui se fait moins bien, ou si on a un recyclage de la matière organique qui peut, comme on peut l'observer dans certains écosystèmes, qui diminue, voire qui s'arrête complètement, on a progressivement un appauvrissement en éléments minéraux dans le sol, une diminution du taux de matière organique et une accumulation qui peut se faire en surface. Et donc, pour revenir à sols, ils sont vivants, ils sont très diversifiés en termes de biodiversité et une abondance très élevée de certains organismes, mais ils sont aussi très menacés et c'est pour ça qu'on utilise effectivement ces termes des fois de sols dégradés, de sols morts, en lien avec un certain nombre de menaces qui peuvent peser sur ces sols. Donc, je passe rapidement sur les principales menaces quand on parle de sols relativement dégradés. C'est effectivement lié à l'urbanisation, l'artificialisation des terres, qui, comparativement à des pratiques agricoles, vont, elles, entraîner effectivement l'urbanisation, l'artificialisation, une disparition complète de cette faune du sol, ou alors effectivement un maintien sur vraiment des espaces très limités dans nos villes ou dans nos complexes industriels. On a effectivement des zones qui sont très peu propices à cette biodiversité. De la même manière que d'autres activités humaines, comme les activités d'origine industrielle, entraînent des pollutions par certains éléments, cadmium, cuivre, plomb, qui vont avoir des effets écotoxicologiques très forts sur cette faune du sol, qui va la plupart du temps, comme je l'ai déjà mentionné, se servir de cette matière organique, incorporer la matière organique contenue dans le sol pour pouvoir se nourrir, et dans le même temps va aussi se nourrir, assimiler, stocker ou être obligé d'excréter ces polluants. Et donc, on voit là ici l'exemple dans un ancien site industriel avec des concentrations en cuivre qui dépassent 3000 mg par kilo de sol, où la diversité végétale, évidemment, parce qu'elles-mêmes, les plantes ne sont pas capables de se développer à de telles concentrations de cuivre, mais aussi la biodiversité du sol, en particulier là ici, la densité des vers de terre, tend à chuter assez fortement au-delà de 1000, 2000 milligrammes de cuivre ici par kilo de sol, voire à complètement disparaître dans les sols plus pollués, donc ce qui entraîne évidemment une accumulation de matière organique en surface, puisque les organismes décomposeurs sont complètement absents. Je passe rapidement, mais des exemples aussi un peu contraires. On a aussi une certaine forme d'adaptation. Là, ici, c'est une étude conduite à Bucarest, en Roumanie, sur des sols pollués, des sols urbains,
Et on voit des résultats parfois assez contradictoires où, en fait, quand on regarde l'abondance de certaines espèces, là ici de colamboles dans des parcs urbains, le parc urbain le plus pollué est celui qui présente les abondances les plus élevées. Et donc, c'est aussi des réponses, des adaptations qui sont aussi constatées. Certaines espèces vont tolérer des niveaux de pollution relativement élevés ou vont profiter effectivement que ces niveaux de pollution vont avoir des effets négatifs sur certaines espèces pour prendre la place en quelque sorte. On parle de niche écologique vacante et donc certaines espèces vont aussi profiter en quelque sorte de leur résistance un peu plus importante à ces polluants, à ces contaminations pour dominer et utiliser et prendre la place d'autres espèces. Je vois que l'heure tourne un peu, mais je vais essayer d'avancer un peu. Ces communautés, en particulier de micro-arthropodes, moi, qui m'intéressent particulièrement dans le cadre des recherches qu'on mène justement dans l'IMRSAF sur les systèmes viticoles, elles sont aussi de plus en plus étudiées pour leur qualité de bioindicateur de cette qualité biologique des sols, avec notamment le travail très intéressant qui a été proposé ces dernières années par des collègues italiens avec l'utilisation effectivement de ces micro-arthropodes comme bioindicateurs, donc la présence de certains taxons qui sont plus ou moins adaptés à la vie dans le sol et la vie dans le sol en particulier en profondeur, vont être en quelque sorte des témoins de la bonne santé du sol, de la bonne qualité biologique des sols. Et au fur et à mesure qu'on peut avoir de la perturbation, de la contamination de ces sols, certaines espèces vont disparaître, certains taxons vont disparaître, et ça va nous donner des scores en quelque sorte de sol un peu moins élevés. Et donc, ce qu'on voit effectivement de manière une analyse un peu croisée de toutes les données qui ont été récoltées sur cet indice de qualité biologique, que les parcs urbains, les sols dégradés liés effectivement aux activités humaines vont présenter des indices de qualité biologique plus faibles, ici entourés en rouge. À l'inverse, les milieux plus naturels, type prairies, forestiers, vont présenter une variabilité certaine, mais aussi des indices de qualité biologique en moyenne plus élevés. Et ce qui est plutôt rassurant et encourageant, c'est que la position intermédiaire ici, qui est notée en orange, des sols agricoles et des sols culture annuelle ou culture pérenne, alors qui rassemblent effectivement une grande diversité de pratiques, on pourrait rentrer dans le détail. Mais cette position relativement intermédiaire, on a des sols qui présentent une diversité encore relativement élevée, des indices de qualité biologique assez élevés, en particulier ici pour les micro-arthropodes. Les causes de cette réduction de la diversité de la biodiversité des sols, en particulier dans les milieux agricoles, elles sont aujourd'hui assez connues. On n'a pas encore une idée très précise sur quels sont les alors, ça dépend évidemment beaucoup des taxons. Si on parle de la microfaune ou de la macrofaune, les facteurs les plus prépondérants et les plus négatifs sur leur diversité ou sur leur abondance ne sont pas les mêmes. Mais on voit ici, là, un peu sur ce schéma récapitulatif, pardon, que la compaction est un phénomène important qui va réduire effectivement la disponibilité de l'oxygène et puis l'infiltration de l'eau, qui est évidemment fondamentale pour tous les organismes qui vont vivre dans le sol. Que effectivement l'utilisation de fertilisants, de pesticides vont avoir des effets directs en termes d'acidification, de salinisation et puis de modification de la disponibilité de certains éléments minéraux dans les systèmes agricoles. Donc, avec pour volonté effectivement de maximiser cette assimilation pour la culture, mais vont aussi entraîner une dégradation, en tout cas une modification des conditions de vie pour cette biodiversité qui est adaptée à ce type de sol. Et donc, quand on ajoute effectivement un certain nombre d'éléments minéraux, on va aussi en quelque sorte impacter euh, le pH, la quantité d'éléments minéraux disponibles pour ces micro-organismes, pour cette biodiversité qui dépend elle-même des micro-organismes. Et donc, à travers la réduction, la diminution progressive de la matière organique ou des apports de matière organique extérieure, constater effectivement cette diminution de l'abondance et de la diversité de cette biodiversité. Quelques exemples, mais il faudra évidemment avoir plus de temps pour rentrer dans le détail. Les effets globaux, ils sont connus. Les espèces les plus grandes, la perturbation et en particulier le labour profond, on sait les effets négatifs que ça peut avoir sur les populations, en particulier de lombriques. Les effets sont plus contrastés, mais globalement, on retrouve aussi certaines études similaires ici sur les colamboles, avec
une diminution de l'abondance des individus autour de 100 individus par mètre carré contre 400 individus au mètre carré dans les conditions de non pas de non-travail, mais de travail superficiel, où on va effectivement moins déstructurer le sol et on va favoriser effectivement le maintien d'une diversité et une abondance plus élevée de ces colamboles dans les sols en technique culturelle simplifiée, un travail superficiel. Donc, on a quelques études comme ça qui sont conduites en système pérenne, système viticole, qui démontrent, qui vont globalement dans le même sens. Le travail du sol n'a pas que des effets négatifs, en particulier sur les communautés de micro-arthropodes et de micro-organismes, mais il va avoir tendance effectivement à terme à avoir des effets notamment négatifs en sélectionnant des espèces qui sont plus adaptées à ces conditions de perturbation régulière. Concernant les communautés de micro-organismes, un petit exemple sur lequel on avait travaillé il y a quelques années dans des systèmes viticoles avec la diversité bactérienne et fongique dans différents pays européens, donc en milieu viticole, mais dans différents pays, Autriche, France, Allemagne, Roumanie et Suisse. Ce qu'on avait observé, c'est effectivement une diminution de la diversité des champignons avec le travail du sol, mais plutôt, vous voyez, cette histoire de remplacement aussi qu'on observe assez souvent, une tendance à une augmentation de la diversité des bactéries. Donc, on voit que si la place est vacante, si la place est laissée disponible parce qu'un certain taxon est moins résistant à ces conditions, on va avoir, à l'inverse, d'autres espèces qui vont prendre la place et participer aussi à certaines fonctions. Les réponses sont encore aujourd'hui dans la littérature assez contexte dépendantes. C'est difficile de généraliser à dire oui, il y a une seule pratique, enfin, certaines pratiques ont des effets néfastes sur ces micro-organismes. Ça dépend effectivement du caractère pérenne ou annuel des systèmes, de la profondeur de travail du sol et donc de l'intensité de la perturbation, qui est évidemment plus ou moins intense en fonction des systèmes et qui a plus ou moins d'effets négatifs sur ces communautés. Je passe rapidement la compaction, peu d'études, mais un phénomène, je pense, assez sous-estimé. Le fait d'avoir effectivement à certaines profondeurs, 20-30 cm de profondeur, ces zones fortement compactées va influer effectivement sur la diversité des organismes qu'on va trouver dans les sols, qui vont être assez peu résistants dans l'ensemble à la diminution, ceci en relation avec la disponibilité de ressources, de l'oxygène notamment, qui va diminuer au fur et à mesure que la densité du sol, la compaction augmente. Je ne pouvais pas non plus pas en parler, effectivement, la problématique du cuivre, qui est effectivement un produit notamment utilisé comme fongicide dans un certain nombre de cultures, et en particulier dans les cultures pérennes, arboriculture ou viticulture. Voilà quelques résultats. On voit ici effectivement une sensibilité, un facteur supplémentaire au-delà de 200 à 400 kg par hectare, ce qui correspond à peu près à des doses relativement faibles de 50 à 100 mg de cuivre par kilo de sol. Des effets, alors peu d'études, donc c'est évidemment à relativiser, mais des effets a priori négatifs de cette concentration en cuivre qui va avoir tendance à s'accumuler dans les sols en lien avec la matière organique sur les lombriques ici, également ici sur les micro-arthropodes, et les mêmes tendances et à peu près les mêmes seuils sont observés pour les micro-organismes avec au-delà de 200, 400 kilos par hectare, des effets négatifs sur un certain nombre de fonctions, l'activité, la respiration, la biomasse microbienne, qui présentent effectivement des diminutions assez fortes de leur activité ou de leur diversité. Pour revenir un peu à ce qu'on mène dans les systèmes viticoles, on avait commencé à travers la thèse de Noémie Ostandi il y a quelques années maintenant, mais à travailler sur non pas l'effet d'un facteur, puisqu'effectivement c'est aussi la difficulté dans les systèmes agricoles complexes avec une diversité aussi de pratiques qui sont mises en place par des agriculteurs ou dans notre cas des viticulteurs, à essayer de quantifier et de classer par ordre d'importance ces différents facteurs. Donc le travail du sol, l'utilisation d'insecticides, la contamination en cuivre du sol. Et on avait notamment aperçu effectivement des effets, là ici, plutôt positifs du travail du sol, qui avait tendance à oxygéner, apporter de la matière organique sur l'abondance des colamboles. Et puis des effets là aussi attendus, négatifs, de l'utilisation de certains pesticides, qu'ils soient obligatoires ou non, ou l'utilisation ou la contamination en cuivre, qui semblait avoir des effets négatifs sur cette abondance de colamboles. Donc des effets assez complexes quand on est évidemment dans des systèmes agricoles. C'est la pratique dans son ensemble, et notamment le travail du sol, l'utilisation d'intrants,
et évidemment l'environnement autour des parcelles qui vont influer sur cette diversité. On continue ce travail aujourd'hui et j'ai encore peu de résultats à présenter avec Pierre Blondel, qui est donc en thèse dans l'UMR Santé Agroécologie du Vignoble, et puis dont les travaux sont financés par Bordeaux Agro et puis le CIVB notamment, euh, pour essayer d'approfondir un petit peu effectivement les effets complexes et combinés de ces différents facteurs, que ce soit la contamination en cuivre, l'utilisation de pesticides ou le travail du sol sur ces communautés-là. Donc, on a travaillé un peu plus finement sur ces communautés de collemboles. Et l'idée est aussi de mesurer l'activité des micro-organismes, l'activité catabolique, enzymatique des micro-organismes pour tenter de déceler effectivement si certaines combinaisons de pratiques ou de sols sont a priori favorables à cette diversité. Je finirai rapidement en montrant effectivement qu'on a aujourd'hui des idées euh, assez peut-être un peu plus clair ou plus établi sur l'impact des pratiques agricoles, en particulier sur la diversité et l'abondance d'un certain nombre de taxons. Les plus gros sont mieux connus. On connaît les effets sur les macros, les lombrics, les arthropodes. On commence à avoir un peu plus de littérature aussi disponible sur des organismes de taille plus petite, comme les microarthropodes. Il reste encore effectivement beaucoup de recherches à conduire sur des organismes moins connus. Donc, j'ai évoqué en début de présentation, les méthodes rotifères sont des organismes qui sont très peu étudiés, qui sont pourtant très diversifiés et aussi également assez fondamentaux pour cette diversité biologique, cette santé des sols au sens large. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose d'assez positif. C'est on a à la fois euh, des initiatives des agriculteurs, des viticulteurs, des collectifs autour du monde agricole qui visent à effectivement restaurer cette santé des sols au sens large, pas seulement les qualités physiques et chimiques, mais aussi préserver, améliorer les conditions de vie pour la biodiversité. Et donc, on constate effectivement dans nos travaux de recherche ce travail conjoint on fait l'état et on essaye de quantifier les effets des pratiques sur cette biodiversité, mais on a aussi effectivement dans le même temps des initiatives très nombreuses du monde agricole sur cette biodiversité. Donc voilà pour les citer. Les apports de matières organiques qui sont évidemment assez anciens, ils ne datent pas d'hier, mais la thématique découverts végétaux, découverts intermédiaires, multiservices, qui effectivement vise à améliorer les propriétés physiques, chimiques des sols pour les cultures, mais qui, dans le même temps, vont aussi favoriser potentiellement la biodiversité. Pour tout ceci, et j'aime bien le schéma, partir effectivement de systèmes relativement intensifs où la biodiversité du sol, comme je l'ai montré, elle est impactée et souvent appauvrie. Alors, on n'est pas forcément sur des sols morts, mais on est sur des sols où cette diversité, cette abondance d'organismes est plus faible. On peut comparer à des systèmes très extensifs ou des systèmes naturels où on a une très grande complexité et des niveaux de biodiversité et d'interaction entre les espèces plus complexes. L'objectif étant, à travers effectivement ces recherches et puis ces initiatives des agriculteurs, d'avoir cet intermédiaire où on va, dans le même temps, maintenir effectivement cet objet de production, mais à travers la sélection de couverts, à travers l'utilisation de couverts intermédiaires ou d'autres formes d'apport de matière organique, à la fois favoriser la production et puis aussi maintenir une certaine biodiversité du sol pour avoir des sols effectivement vivants ou en tout cas plus vivants que dans des systèmes intensifs. Voilà, j'ai largement dépassé le temps en TOD. Euh, pour continuer, effectivement, voilà, je voulais remercier évidemment tous les gens qui travaillent avec moi sur cette dimension dans l'UMR SAV et puis aussi côté Bordeaux Sciences Agro pour sensibiliser nos étudiants à cette diversité. Et puis, voilà, pour continuer aussi, parce que je pense que ça fait partie euh, de ces recherches et puis de ce qui se passe autour de ces sols, de s'émerveiller, parce qu'effectivement, on a une grande diversité d'espèces qu'on n'aperçoit pas comme ça à l'œil nu. Et donc, il y a des gens, notamment Philippe Lebeau, qui a travaillé sur le livre Planète Colombole avec mon collègue Jérôme Corté à Montpellier, qui voilà, fait des photos tout simplement magnifiques de ces espèces qui permettent aussi de les mettre en lumière et même si on ne peut pas les voir dans nos champs ou dans nos jardins, de savoir qu'ils sont là et d'observer leur très belle diversité.
Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation et puis cette conclusion très esthétique. Euh, alors, il nous reste quand même un petit peu de temps pour poser des questions. Il y en a une première qui a été posée que je vais te relayer, mais j'en profite pour répéter aux personnes qui nous auraient rejoints un petit peu après le démarrage. Vous avez en bas de votre écran la rubrique QR qui permet de centraliser les questions que vous avez à poser à Brice au sujet de son intervention. Donc, n'hésitez pas à inscrire tous vos questionnements. On va faire en sorte de relayer un maximum de questions. Alors, Brice, la première question, c'est après un labour, en combien de temps les communautés de lombric et de collemboles peuvent se reconstituer? Bonne question. Question évidemment pas facile. Je vais faire une réponse de Normand, hein. C'est assez classique. Et je peux me permettre aussi, je crois qu'Adrien avait déjà eu cette remarque Brice est lors du vraiment dernier normand, je séminaire. Je suis vraiment précise. normand aussi, donc je me donne le droit. Les communautés de lombric et de collemboles peuvent se reconstituer. Alors c'est là où effectivement la, la réponse est un peu complexe. Si on arrête complètement le labour et qu'on arrête de cultiver, ce qui est aussi, effectivement, on va avoir une progressive recolonisation depuis les espaces environnants, puisqu'on a un certain nombre d'individus, d'espèces qui vont pouvoir se maintenir aux alentours des parcelles agricoles. Et donc, on peut, en quelques années, effectivement, avoir des espèces, notamment, et des abondances de lombriques, alors pas forcément des espèces, mais des abondances de lombriques qui vont retrouver des niveaux qu'on peut attendre de systèmes agricoles en production, ou même si effectivement on passe sur des systèmes plus extensifs encore, à avoir des abondances comme les maximum qu'on peut observer dans les systèmes prairiaux. Donc effectivement, ils sont relativement résilients si les conditions leur sont favorables en termes de ressources, donc de matière organique, et puis les conditions environnementales là, qu'on maîtrise pas, mais de température, d'humidité, de précipitation, qui vont aussi être aussi très importantes pour ces espèces-là. En quelques années, on peut effectivement observer un retour arrière, enfin en tout cas retrouver des niveaux d'abondance et sûrement de diversité relativement élevés. Pour les colamboles, elles sont assez opportunistes, donc c'est encore peut-être encore plus complexe d'y répondre. On a certaines espèces qui s'adaptent très bien au labour, qui vont effectivement très large, enfin, en tant qu'individu, mais pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, vont très rapidement se multiplier après même des épisodes de perturbation relativement réguliers. Si on enfouit de la matière organique, ça leur va très bien. Elles vont très rapidement euh, consommer des bactéries, des champignons qui vont se développer sur cette matière organique en décomposition, et on peut observer effectivement des explosions en termes de nombre d'individus, d'abondance, pas forcément en termes de diversité. Là, on a quelques espèces qui sont assez dominantes dans les communautés des milieux agricoles. Par contre, si on veut retrouver des niveaux de diversité comparables à des systèmes moins perturbés, prairiaux, extensifs, là, effectivement, ça nécessite un temps beaucoup plus long, puisqu'on va avoir des temps de colonisation qui n'ont pas été beaucoup étudiés, mais j'ai souvenir effectivement là sur des milieux plus artificialisés, où effectivement le temps de recolonisation depuis les paysages environnants, habitats environnants, est là beaucoup plus long pour retrouver effectivement des niveaux de diversité avant perturbation. Ok, merci. Une autre question, tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais peut-être pas tout à fait. Est-ce qu'on peut mesurer un indice de biodiversité d'un sol? Tu as parlé du QBSR tout à l'heure, mais du coup, est-ce qu'il y a des notes plus globales? S'il y a des processus standardisés pour ça? Bah, toute la difficulté, c'est que, comme je l'ai dit, il y a les macros, les gros, on les voit, les lombriques, on les voit, et effectivement, il y a eu un certain nombre d'initiatives pour quantifier l'abondance des lombriques à l'échelle nationale dans différents types de sols, ce qui est déjà un bon indicateur, effectivement, non pas des pratiques parfois, mais un indicateur un peu global de, effectivement, est-ce que cette communauté est plus ou moins abondante dans un parcelle agricole ou dans n'importe quel système d'ailleurs. Euh, mais comme je l'ai dit, qui n'est pas forcément un bon indicateur, parce que dans certains types de sols, sur certaines litières, on va avoir a priori des conditions peu favorables pour ces lombriques. Donc c'est un taxon qui peut être intéressant
dans certaines conditions de sol. Pour les autres, je dis aujourd'hui, voilà, le QBSR là, qui a été développé en Italie notamment, qui vise à quantifier la présence de certains taxons indicateurs de cette vie des sols et une donnée, je pense, intéressante et qui nous donne un premier aperçu, effectivement, à travers la présence de certaines de ces espèces, de l'impact des pratiques ou des activités humaines sur cette diversité. Donc, c'est sûrement des perspectives intéressantes. Après, on connaît mal l'écologie de certains de ces taxons et c'est un peu la limite, effectivement, de ces indices. C'est que parfois, ils sont présents, parfois, ils sont aussi en très faible abondance et on va leur attribuer, effectivement, des notes très élevées quand on les trouve, ce qui va donner un poids considérable à la note, à l'indice qui va être donné pour ce milieu en particulier-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont une importance ils ont une importance très forte pour certaines fonctions dans les sols. Ils sont indicateurs de cette stabilité, de cette diversité dans les sols, mais ils ne sont pas forcément importants pour assurer un certain nombre de fonctions. Et donc là, on a aujourd'hui, je pense, encore beaucoup de travail à faire pour mieux quantifier l'importance de certaines espèces pour certaines fonctions, avant de pouvoir dire effectivement certaines sont vraiment indicatrices de sol de meilleure qualité possible ou sol effectivement qui présente un certain niveau de dégradation. Mm. Ok, merci. Est-ce que tu as eu l'occasion de mesurer les effets négatifs des désherbants sur les populations de lombriques, d'insectes? La question est posée plutôt pour des sols viticoles. Bah, on travaille dans les vignobles bordelais, là, le réseau Bacchus, je ne sais même pas si je l'ai évoqué, Mm, avec Adrien, effectivement, on est sur des systèmes où l'utilisation du désherbant a quand même disparu depuis quand même fortement régressé, voire disparu depuis plusieurs années. Donc effectivement, on dit pas, peut-être qu'on observe des signatures anciennes de l'utilisation plus importante il y a quelques années d'herbicides. C'est effectivement, on se focalise sur les pratiques actuelles qui sont effectivement le travail du sol, l'utilisation d'enherbement euh, temporaire ou permanent. Et on a peu effectivement de données, de recul sur les effets que ça peut avoir aujourd'hui sur les populations de lombriques ou d'insectes du sol. Après, il y a d'autres études plus anciennes qui ont été conduites qui montrent effectivement que, en particulier pour les lombriques, alors il y a eu pas mal d'études réalisées notamment sur le vignoble de Gaillac, qui n'est pas très éloigné d'ici, euh, où les populations de lombriques, elles étaient plutôt favorisées par rapport à des perturbations mécaniques par l'utilisation d'herbicides. Alors c'est relatif, elles ne sont pas favorisées, elles sont moins impactées, on va dire, par rapport au travail mécanique et que par contre, elles avaient une réponse physiologique. Donc, c'est des impacts qui sont assez difficiles à mesurer quand on est sur le terrain. C'est des impacts physiologiques à long terme. On a des activités qui peuvent être réduites de reproduction, un peu à l'image de ce que j'ai pu évoquer sur le cuivre, où c'est des effets très fins, très difficiles à appréhender sur des temps de génération, une reproduction un peu plus faible, une activité un peu plus faible par l'impact indirect de ces produits phyto ou du cuivre, qui vont peut-être à très long terme impacter les niveaux de population de ces espèces, mais dont on a du mal à mesurer les effets d'une année sur l'autre. Alors, je réponds un peu aussi de manière intermédiaire. Ouais, merci. J'en profite pour relayer une autre question, faire transition. Tu parles du cuivre et effectivement, il y a pas mal d'études quand même sur le sujet. Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a des résultats sur les effets d'autres éléments sur les populations du sol, comme le fer, comme le plomb, j'imagine du coup en creux des métaux lourds, par exemple. Oui, bah, c'est vrai que c'est pas là-dessus que je travaille principalement, mais j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passait, et notamment voilà, les pollutions liées aux sites industriels et aux Mm. contaminations par d'autres éléments. Euh, les effets sont sensiblement les mêmes, effectivement. On a des effets directs. À des très forts niveaux, on a des effets écotoxicologiques de mortalité ou d'impact sur la reproduction d'un certain nombre de ces espèces, donc on a des effets directs. Et puis on a des effets indirects via effectivement des très hauts niveaux, comme je l'ai rapidement évoqué juste avant. Euh, on a des effets phytotoxiques, il n'y a plus de végétation, la communauté végétale est appauvrie, voire quasiment absente sur certains sols très pollués.
Et comme c'est la source de matière organique et la ressource nutritive qui est utilisée par ces organismes, ces populations du sol, eh ben, on a des effets aussi négatifs très indirects. Au final, on observe, il y a quelques études qui montrent ça, que l'apport de matière organique exogène, ce n'est pas forcément une bonne solution, va rétablir des populations qui vont, même si le sol est très pollué, si on leur apporte de la ressource, elles vont pouvoir quand même néanmoins se maintenir et se reproduire avec des effets sûrement écotoxicologiques, toxiques de ces contaminations par ces métaux lourds. Eh bien, merci Brice. On a encore deux questions. Une question qui porte encore sur le travail du sol. Est-ce que le travail du sol, même superficiel, dégrade la matière organique et les champignons? Tu as un petit peu répondu là-dessus pendant ta présentation. Est-ce que tu peux compléter très rapidement? Effectivement, très rapidement. Avec le travail du sol, même superficiel, dans ces premiers horizons, quand on va avoir une perturbation, on va activer effectivement des processus de dégradation rapide et donc on va euh, peut-être ponctuellement, mais en tout cas diminuer le taux de matière organique dans la partie travaillée, ce qui peut induire une minéralisation et des éléments Mhm, nutritifs qui vont être disponibles pour la culture, par exemple. Et donc, on va avoir aussi effectivement des impacts sur les champignons. Après, par rapport à des travaux plus profonds, type labour, à 20, 30, 40 cm de profondeur, on va réellement déstructurer le sol, c'est-à-dire mettre l'horizon qui était en dessous au-dessus. Les effets, évidemment, sont moins négatifs, parce que là, on a un travail comparable à ce que, relativement superficiel, et donc qui va aussi permettre de préserver ces communautés de champignons ou d'autres organismes en profondeur qui vont pouvoir ensuite recoloniser l'horizon superficiel. Donc oui, ça dégrade, mais évidemment un peu moins que lorsqu'on perturbe de manière beaucoup plus intense le sol. merci. Est-ce que tu as quelques exemples un peu précis d'espèces résistantes aux polluants du sol? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Et serait-il possible de savoir un peu plus sur les espèces résistantes aux polluants du sol? Quelques exemples, s'il vous plaît, merci. Ouais, je ne sais pas si on peut généraliser, mais Parler des les taxons pour le acariens, cuivre. ouais, Mm. les acariens, alors il y a les acariens qu'on trouve dans le milieu aérien, dans nos maisons, etc. Puis il y a les acariens du sol, et parmi ces acariens du sol, il y a des taxons qui semblent effectivement être assez présenter des traits d'adaptation. Ils sont capables de séquestrer, donc soit Mhm. ils arrivent à compartimenter dans leur corps ces éléments toxiques ou les excréter de manière pour éliminer effectivement ces polluants. Et donc, notamment, voilà, certaines études en milieu industriel, voilà, zone très polluée, où effectivement les acariens font partie, et puis quelques espèces aussi, micro-arthropodes de columbole, font partie des espèces, certaines espèces arrivent à se maintenir du fait de cette adaptation euh, de séquestration, d'excrétion justement des éléments polluants. Tac, merci. Et je vais te poser une dernière question, Brice, pour conclure cet échange. Est-ce qu'il existe, à ton sens, des itinéraires techniques d'amélioration des sols en fonction de leur profil? Par exemple, si tu prends le cas de sols qui étaient initialement défavorables, ou des sols qui ont été dégradés par certaines pratiques culturelles. Est-ce qu'il y a des stratégies de récupération? Oui, ben, je pense que la principale entrée, comme j'ai essayé de le montrer, mais c'est cette matière organique, effectivement. Mhm, On a des sols où la seule plante présente, c'est la culture, qu'elle est intégralement récoltée, exportée. On imagine assez bien, effectivement, que ce qui va rester pour se nourrir à ces organismes du sol va être relativement pauvre. Donc, quand on réintroduit dans des cultures annuelles une certaine diversité d'espèces par des mélanges, par des cultures intermédiaires, des couverts qui vont être implantés entre la culture d'intérêt, si on fait du blé, voilà, des cultures de printemps, des cultures d'été, effectivement, l'hiver, le sol peut être laissé nu, mais il peut être aussi couvert par un certain nombre d'espèces. C'est la thématique très intéressante de ces couverts intermédiaires. Dans les cultures pérennes, c'est les couverts végétaux qui sont semés également pendant l'hiver, la période de repos végétatif de la vigne ou d'autres espèces cultivées d'arbres, qui vont permettre d'augmenter. Alors,
cette biomasse produite. On va sélectionner certaines espèces végétales qui vont, notamment des légumineuses, qui vont présenter des concentrations assez élevées en azote, qui vont ensuite nourrir, on dit nourrir le sol, mais en fait, c'est nourrir Mm. effectivement toute cette diversité d'organismes qui va ensuite pouvoir se multiplier. Alors, ça veut dire que ça bénéficiera à tous les organismes et toute la biodiversité du sol, mais en tout cas, on pourra observer ponctuellement des effets d'augmentation d'abondance sur ces espèces-là. Et puis de rétablissement Mm. progressif, d'amélioration. Alors, c'est évidemment sur des pas de temps très longs, mais d'augmentation du taux de matière organique qui va ensuite bénéficier aux communautés de micro-organismes et de macro-organismes que j'ai évoqués. Très bien, merci Brice. Merci beaucoup. Il est 18h, on va s'arrêter là. Donc je te remercie à nouveau de t'être rendu disponible pour inaugurer cette nouvelle saison des webinaires. Merci aussi à l'ensemble de nos auditeurs merci à tous pour votre intérêt, votre participation et vos questions. On espère que les réponses, que vous avez obtenu des réponses à vos questionnements. Et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous le jeudi 30 novembre à 17h pour suivre l'intervention de Pietro Barbieri, qui est maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro, chercheur à l'unité ISPA à l'INRAE, et qui présentera une revue de la littérature sur la fixation de l'azote par les légumineuses dans les systèmes conduits en agriculture biologique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à dans 2 mois. Merci beaucoup. Merci Brice. Merci à vous.